Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. C'est ça le leadership. On se développe soi-même d'abord pour être en mesure d'avoir un impact positif sur les personnes autour de soi. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bonjour, je m'appelle Marius Bourgeois. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Picard, directeur à la pédagogie, créativité et innovation au Salésiens à Sherbrooke. Philippe Picard, bienvenue à Tout le monde est un leader. Comment ça va, mon ami? Ça va bien, ça va bien. On a des beaux défis présentement, là, mais comme je disais à un collègue, je dis, la vie est quand même belle. Là. On est en santé, on a un travail, on côtoie des gens de façon différente, mais c'est ça, on relativise les choses, ça va bien. Oui, ça va bien. Les feuilles changent de couleur, les ondes changent de couleur, ça évolue, c'est changeant, c'est le thème, on le savait, mais là, on le vit, on y goûte, puis on constate ce que ça implique. Je suis content de voir que ça va bien malgré tout. Comme tu dis, il faut prendre du recul, mettre les choses en perspective. Avant d'aller dans le vif du sujet puis dans le détail, on va parler de leadership ensemble. Puis avant de se rendre là, peut-être que ce serait le fun d'avoir la chance de permettre à nos auditeurs de te rencontrer. Philippe Picard, peut-être nous dire ce que tu fais, le poste que tu occupes présentement, puis... qu'est-ce que tu fais en dehors du travail? T'sais? C'est qui ça, Philippe Picard? Écoute, Marius, moi, je suis à la direction pédagogique, créativité, innovation au Salésiens à Sherbrooke. C'est une école privée. OK. Je suis en poste depuis la rentrée scolaire 2019. Donc, préalablement, j'étais au Collège Saint-Bernard à Drummondville pendant plus de 12 ans. Où j'ai assumé les fonctions d'enseignant, conseiller pédagogique à l'intégration des technos et direction pédagogique. OK. Donc, moi, je viens de là. C'est mon petit parcours. J'étais un passionné d'école, mais ça, on va en parler tantôt. Mais je fais quoi en dehors de l'école? Écoute, moi, j'apprends. OK. Je dis souvent, moi, je suis bon dans rien, mais je suis pas pire dans plein d'affaires. Parce que un couteau suisse? pratiquement, tu sais. Moi, j'aime la musique. J'ai jamais suivi de cours de musique. J'ai pas d'oreille, mais j'ai une guitare, un drum, un piano. Puis je taponne ça, puis un petit ukulélé. Mais un taponneux. J'adore. Ouais, je suis un taponneux. Tu sais, j'aime ça. Je me suis équipé dernièrement d'articles pour faire de la menuiserie. Mais tu sais, autant... Je suis très contradictoire, je suis en éducation, mais je ne suis pas de cours, tu sais. OK. Mais j'apprends les autres, tu sais. Je me laisse inspirer par les autres énormément. Écoute, je suis un gars qui aime le sport, je suis un gars qui se garde en santé pour plusieurs raisons, mais tu sais, présentement, je suis un peu confiné dans mes sports. Je suis un gars de hockey, je suis un gars de monde, je suis un gars de gang. Mais c'est ça. Pour l'instant, on est plus tranquille. Oui, les ligues de garage... c'est pour les joueurs de hockey, ça nous manque peut-être. Oui. Il manque la game, il manque l'avant-match, puis il manque l'après-match. Il manque trois choses. On ne sait même pas lequel qui est plus intéressant. C'est-tu parler de la game avant puis après ou jouer la game? Parce que quand tu regardes la game, des fois, tu dis ouais. Puis tu sais, c'est là que, à quelque part, dans nos emplois qu'on a, puis les gens passionnés, puis les gens qui s'investissent beaucoup au travail, bien, une bonne game de hockey, t'as pas le choix de penser juste au hockey quand tu joues au hockey. Oui, tu es dans le moment présent. Pendant la COVID, je me suis acheté un vélo, mais tu sais, c'est le fun le vélo, mais quand tu es sur le vélo, puis tu as un long stretch, là, ça se peut que tu penses à ce qui va se passer demain ou ce qui s'est passé la veille dans ton milieu scolaire, mais c'est pas grave, on pédale. Oui, je comprends. C'est pas la même chose, hein? Être en situation de jeu où il faut vraiment que tu sois là, concentré, parce que tu réagis constamment, puis être capable d'être actif, mais mentalement sur le pilote automatique, ça n'a pas la même fonction. Puis c'est mon défi présentement. Oui, je te comprends. Prendre du temps, décrocher, hein? Peut-être que certains pourraient appeler ça décrocher, là, avoir des mécanismes, puis c'est personnel pour tout le monde, là, pour décrocher. Fait que tu es un apprenant, un taponneux, tu joues de la musique, tu es un gars de sport, tu es en train de trouver, tu t'adaptes présentement à trouver comment je vais remplir ce besoin-là d'être actif puis de décrocher avec les sports ou l'activité physique.
Autre chose peut-être qui te passionne en dehors de ton travail, tu sais, t'es un gars qui voyage, t'es un gars qui... comment tu occupes tes temps libres autres que dans l'apprentissage? En temps normal, on s'entend que cette année, on vit quelque chose de différent. Mais peut-être des fois, on ramène ça à une bucket list, tu sais. Là. As-tu des éléments de bucket list que tu voudrais nous, nous partager? Ouais. Moi, la bucket list, là, pour moi, c'est un défi. À un moment donné, il y a quelqu'un qui me parlait de ça, puis OK. de la notion d'objectif, puis ces éléments-là. Puis c'est même relié, je pense, à une session de coaching que j'avais eue avec toi. Puis OK. c'est comme si je me ramène à me dire, moi, mes objectifs, c'est quoi? Puis ça a été, puis je suis dans une transition de milieu de vie là, aussi. J'ai 45 ans, tu sais, j'ai vécu des éléments dans ma vie personnelle, changement au niveau du travail. Puis cette notion-là d'avoir des objectifs ou d'avoir une bucket list, pour moi, c'est pas naturel, je te dirais. OK. Faut que j'y réfléchisse des fois, mais là, dans la transition de milieu de vie, c'est comme s'il y a des éléments, je me dis, OK, là, il y a peut-être des choses qu'il faudrait que tu fasses, puis que tu vives, puis que tu ailles à fond dans certaines situations. Donc, tu sais, c'est sûr que la notion de voyager, de me promener, d'aller vivre des choses. Tu sais. C'est pas juste d'aller voir, mais d'aller vivre des choses. Je suis passionné de musique, mais tu sais, de mettre sur ma liste, d'aller voir des festivals de musique à travers le monde, d'aller les vivre, ces moments-là. Ça pourrait faire partie d'une bucket list virtuelle ou en travail. Là. Oui. Ah, c'est fantastique. Aller voir de la musique un peu partout, découvrir le monde, découvrir les bonnes bières et autres. Prendre du scotch en Écosse, absolument. Juste aller vivre des expériences à quelque part dans le monde, ailleurs. Pas juste d'aller voir, mais moi, je suis plus dans le feeling de dire je vais aller ressentir quelque chose ailleurs. Oui. Découvrir, ressentir. C'est vraiment inspirant. Puis c'est drôle que tu parles de milieu de vie, changement, transition dans ta carrière, 45 ans. Je me retrouve là-dedans également, dans le sens que dans la quarantaine, l'idée d'une bucket list, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas infini. Puis l'idée de dire, c'est quoi que je veux? C'est tellement une question qui est déstabilisante. Préciser ce qu'on veut vraiment. C'est clair. Puis dernièrement, je discutais avec une bonne amie, puis c'est qu'est-ce que je veux? J'avais de la misère à répondre. Qu'est-ce que je veux vraiment ou qu'est-ce que je souhaite? C'est plus facile de répondre qu'est-ce que je veux pas que de répondre qu'est-ce que je veux. T'sais. C'est vrai, ça. Donc, ça ramène à fondamentalement, OK, c'est ça. Mais c'est présentement, je travaille là-dessus, je te dirais. Je travaille sur ça, ces éléments-là, de me faire plaisir aussi, puis d'accepter de penser à moi, puis de faire des trucs pour moi que j'ai mis de côté beaucoup de façon inconsciente, là, mais là, c'est de se ramener à moi. J'essaye ça. Je travaille là-dessus. C'est fantastique. Donc, tu es à ta 2e année au Salésien. Tu vis une transition. On va parler de pédagogie dans quelques instants. On est encore en train de permettre aux gens peut-être de découvrir qui tu es. Tu occupes présentement un poste de leadership. Tu as dit que tu as passé 12 ans à Drummondville. Tu es maintenant rendu à Sherbrooke. Tu as choisi volontairement, j'imagine, de devenir directeur des services pédagogiques puis d'évoluer dans ce milieu-là. Tu aimes ça. Qu'est-ce qui... C'est quoi, toi, ta définition de leadership? Parce qu'on dit que tout le monde est un leader, mais toi, Philippe Picard, tu occupes un poste de leadership. C'est quoi la tienne? Quand tu jases dans le corridor, les gens te demandent « Hey, Philippe, comment tu vois ça, toi? » Puis c'est un beau concept, ça, le leadership, hein, parce que, encore là, quand j'en discute avec mon entourage, puis... on a peut-être tendance à se dire qu'on n'est pas tant leader que ça. On a peut-être l'image de leader que c'est le Superman là, avec le S, le chest, puis que tout le monde veut le suivre, puis tout ça, exactement. Mais moi, je pourrais dire, parce que quelqu'un me l'a dit des fois, oh, mais t'es un leader, puis t'es un... Ben, ouais, OK, pourquoi? Parce que les gens veulent me suivre ou parce que j'influence les gens ou parce que... Mais avec le recul, c'est plus de dire, ben, un leader, c'est quelqu'un qui essaie d'amener quelqu'un à être la meilleure personne qu'elle est. Puis c'est souvent des mots que tu dis, mais moi, j'accompagne du monde. Ma job, c'est... Quand j'ai fait les tests psychométriques pour l'emploi ici au Salésien, puis à un moment donné, je parlais avec le gars qui analysait, c'était-tu plus coach? Est-ce que j'avais plus un coach, un style coach ou dirigeant? T'sais? OK. Puis clairement, moi, je suis
beaucoup plus coach. Je suis bien plus attiré par le coaching que de diriger, que de dire quoi faire. Tu sais. Donc, un leader, pour moi, c'est quelqu'un qui va être inspirant, qui va te donner le goût, de changer quelque chose pour être meilleur dans ce que tu as envie de faire. Ah, absolument. OK. Tu devrais faire. Ouais. C'est le fun de t'entendre. J'aime toujours ça, entendre les mots que les gens utilisent pour parler du leadership. Puis là, tu es en train de dire qu'un leader, ça travaille sur le désir de l'autre, tu sais. Pas juste sur l'action, tu sais. J'aime la distinction que tu fais entre dirigeant puis coach, tu sais. Dirigeant, dire quoi faire, l'action à faire. Puis coach, tu es en train de nous dire que tu travailles sur le désir de faire de l'autre. C'est intéressant comme vision de la chose. Il y a Serge Goyette qui pour moi, un être extraordinaire. Puis si jamais il écoute si jamais il écoute ça, il va dire encore j'en mets trop, mais Serge, pour moi, est un mentor incroyable. Puis Serge, à un moment donné, dans un entretien qu'on a eu ensemble, on dînait ensemble, puis tu sais, je fais une parenthèse, moi, j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi là, extraordinaires. Tu sais, moi, j'ai Marius Bourgeois, pour moi, qui m'interviewe présentement. Ça fait partie des gens extraordinaires qui me côtoient, qui m'aident à cheminer dans la vie. Mais Serge Goyette fait partie de cette gang-là. Puis Serge, à un moment donné, on dînait ensemble, puis j'ai expliqué une situation que je trouvais difficile dans mon travail de dirigeant. Puis il dit, un directeur d'école, c'est comme un coach puis un arbitre en même temps. OK. Il dit c'est un arbitre parce qu'il faut qu'il signale les punitions. OK. Mais en même temps, après avoir donné la punition, il faut qu'il donne la tape dans le dos à son puni pour lui dire « Hey, let's go, besoin de toi, on s'en va ensemble, puis je vais te soutenir. » Donc, il dit « J'ai beaucoup aimé ça. » Puis c'est vrai qu'on est coach et arbitre. Ouais. Coach et arbitre. On est coach et arbitre. Un prof, c'est un coach puis c'est un arbitre. Ah, absolument. Un parent, c'est un coach puis un arbitre. Oui. Hey, coach et arbitre, j'aime ça. Leadership, c'est être coach et arbitre. Toujours pour servir l'autre, parce que tu disais au début qu'on veut amener les gens à la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, il y a cette optique-là de servir l'autre aussi. Là. Oui, il y avait... puis, tu sais, élevé, là, il y avait une autre personne qui m'a beaucoup influencé dans mon parcours, là, qui parlait c'est Pierre Demers, qui était un prof que j'ai eu à l'université. Oui. Il disait, faut élever... Dans le fond, notre objectif, c'est d'élever les gens. Oui. Donc, c'est pas dans le sens d'élevage, non. mais d'élévation. Tu sais. Oui. Comment je t'aide à t'élever. Tu sais. Oui. Mais merveilleux, c'est ça. Tout simple que ça. Ben, c'est fantastique. Puis dans ce que tu dis, ce qui est implicite, c'est que tu ne peux pas élever quelqu'un s'il n'y a pas le désir. Puis dans ton approche de coach, c'est que tu veux cultiver ça parce que si le désir est là, le potentiel d'élever est encore plus grand. Peut-être qu'en classe, on appellerait ça de l'engagement. Mais c'est le désir, dans le fond. Puis je pense que dans le contexte actuel, c'est tellement important entre collègues, j'ai le goût de dire, de cultiver ce désir-là, du pourquoi qu'on a, qui nous amène tous en éducation, parce que le défi est de taille. Puis le besoin de travailler ensemble est tellement là. Puis de se rappeler le désir qui nous amène à être là. Exactement. Oui. Tout est interrelié. Puis la relation, on va en parler peut-être tantôt, mais tout part de la relation. Si autant nos élèves, s'ils ne sentent pas qu'ils sont en lien avec la personne qui est là, ils n'auront pas le goût de... C'est la même chose avec un collègue, un enseignant, un autre directeur. Tout part de la relation. Comment on rentre en relation avec les gens? Comment on s'assure d'avoir une base pour communiquer puis essayer de faire un bout de chemin ensemble. Autant dans la vie personnelle, ça m'a fait aussi. Relation, c'est tellement important. Trouver une base pour communiquer, ça peut paraître simple, ce que tu viens de dire là, cette phrase-là, mais tu sais, trouver le point de rencontre où on trouve quelque chose qu'on a en commun, puis le potentiel de désirer poursuivre notre parcours ensemble, c'est à créer ça, puis c'est dans le rôle d'un leader. Tu viens de nous parler de Pierre Demers, de Serge Goyette. Tu parlais que tu étais un joueur de hockey. J'ai le goût de te ramener là. Puis peut-être dans ton évolution en tant que personne, parce que si tu as cette vision du monde-là, oui, tu es bien entouré présentement. Il y a des gens qui t'ont peut-être aidé à façonner ta vision du leadership. Mais est-ce qu'il y a des leçons de leadership que tu as apprises peut-être en observant ou par tes expériences dans d'autres sphères qu'en éducation qui ont aussi peut-être contribué à façonner le leader que tu es présentement? Bien,
euh, moi, j'ai des expériences. Je me rappelle mon directeur que j'ai eu quand je suis arrivé dans la profession. J'enseignais dans une polyvalente dans mon coin à Actonville. Puis André Vallière, qui est également un mentor pour moi, qui m'a dit à un moment donné, il dit, Philippe, il dit là, la SADC, ça s'appelle la Société d'aide au développement des collectivités, c'est des organismes de financement qu'il y a à travers le Québec. Puis il y en a aussi dans le reste du Canada, mais ça n'a pas le même nom. Il dit, ils vont chercher quelqu'un pour pour représenter l'éducation, puis ça serait bon que tu sois là. OK. Moi, à ce moment-là, j'ai 25 ans, à peu près, 25-26 ans. Puis André, pour moi, était une personne que je suivais. Donc, OK, parfait, je vais y aller. Ouais. J'avais aucune idée dans quoi je m'engageais. Aucune idée. Moi, je arrive sur une table, il y a 13 administrateurs qui sont là, ça vient de tous les domaines. Puis là, conseil d'administration, je n'ai aucune expérience de ça. Qu'est-ce que je fais là? Ça prend 3 ans avant que je comprenne pourquoi je suis là. T'sais. Et pourquoi qu'André voulait que je sois là. Ça a pris 3 ans. C'est pourquoi qu'il voulait que tu sois là? Bien, parce que pour que je comprenne, c'était quoi qui se passe dans la vraie vie. Parce que là, on fait des prêts à des gens, des entrepreneurs. Parce que là, on aide la collectivité. On travaille avec des organismes à but non lucratif. Tu sais, quand tu es dans le monde de l'éducation, tu étudies, primaire, secondaire, cégep, université, tu fais des stages, tu es engagé dans une école, puis là, ben, tu prépares le monde pour la vraie vie. Mais c'est quoi la vraie vie? Tu sais, c'est quoi wow. Donc, cette expérience-là d'administrateur dans ça, puis je suis encore administrateur de cet organisme-là. Pas vrai, hein? OK. Puis, fait que ça fait 20 ans que tu es là. Ça va faire 20 ans bientôt, là. OK. Puis 2 réunions par mois, puis, tu sais, on a un plaisir, on analyse les dossiers, on écoute, moi, je comprends, puis sur la table qu'il y a là, ben, j'ai un agriculteur, j'ai un gars qui a une compagnie de soudure, j'ai un comptable, donc j'ai un embaumeur, j'ai quelqu'un qui est entrepreneur de pompe funèbre, tu sais, c'est la vraie vie, ça. Hey. Fait que lui, là, quand on parle de COVID, là, ben lui, il y a d'autres réalités que nous autres dans les écoles. Puis, donc, ça, là, et c'est là que ça te ramène à dire, OK, c'est beau, là. Moi, je travaille avec du monde. Je travaille avec du monde, puis ça, c'est du monde, puis je travaille avec du monde qui forme du monde pour être dans le vrai monde. T'sais. Mais ça, pour moi, cette expérience-là de SADC, puis en toute humilité, là, je suis le président. Je suis le président, à un moment donné, la présidente sortante a dit, il faudrait que ce soit toi qui suives. Ah, ben pourquoi? Moi, je ne suis pas un homme d'affaires. Moi, les chiffres, je ne suis pas un comptable. Là. Okay. Je suis un prof de maths, mais les états financiers, tout ça, ça se peut que je ne les comprenne pas. Mais moi, je vais poser la question à savoir... Combien ça coûte? Il fait quoi? Non, je vais poser la question sur l'entrepreneur. Il est heureux? Il fait quoi? Mais dans la gang, il y en a d'autres qui posent des questions sur l'état financier, la ligne 7. Il y a quelqu'un qui va poser la question. Mais moi, j'ai mon rôle, c'est ça. Puis j'anime la rencontre. C'est ça mon rôle de leader, président. Puis je signe des chèques. Mais sinon, je ne suis pas plus important que les autres. Là. Mais ça, cette expérience-là de la SADC, ça me fait découvrir davantage ce qui se passe dans le vrai monde. T'sais. Puis je dois ça à mon ancien directeur d'école, André, qui m'a dit, va là. J'ai été persévérant, j'ai attendu. À un moment donné, j'ai compris. Ah, c'est pour ça. Puis je suis encore là, puis je ne sais pas combien de temps je vais être encore là, mais j'apprends encore. C'est fantastique parce que là, le lien que je fais, parce que tu as dit que le rôle d'un leader, c'est d'élever l'autre. Je me dis, André, c'est un peu ça qu'il a fait. Puis pour élever l'autre, peut-être que ça amène de la clarté sur ce que ça implique. C'est peut-être de créer des occasions pour que l'autre s'élève, puis de le placer dans des contextes favorables à son développement. C'est un peu ça qui t'a offert comme occasion, dans le fond. Même si tu dis que ça t'a pris 3 ans, c'est que lui a vu quelque chose pour toi peut-être avant que toi tu le vois. Puis je sens qu'il y a comme un lien avec le leadership en même temps là-dedans parce que comme leader, des fois, on voit dans l'autre quelque chose pour lui avant que l'autre le voit, tu sais. Oui. Puis André, il croyait en moi. André, il voyait. Puis je pense qu'un leader aussi, un leader doit croire en. Si moi, quand je parle avec un prof, j'y crois pas, ou quand un prof parle avec un élève puis il croit pas, ça va être difficile de l'élever. Ça va être difficile de l'amener plus haut. Mais André, je sentais qu'il croyait en moi. Puis pour moi, c'était une marque qui me dit ça, qui me lance la balle de ça, d'aller là. Alors que je suis un petit cul en éducation aussi, sans aucune prétention. Puis j'en suis encore un petit cul en éducation. Moi,
Moi, je suis là, puis je te parle, là, mais tu sais, je sais, je les ai pas écoutés, les autres podcasts, là, mais tu sais, Jacques Cool, puis tout, hey, les autres, c'est une coche au-dessus de moi, là, tu sais, je veux dire, moi, j'ai animé à Claire l'année passée, le Picha Kucha, puis tu sais, C'était j'étais excellent. chanceux de faire ça, Ouais. mais tu sais, Ouais, mais, ouais. mais moi, je suis comme, Oui, les rameurs. Les rouges puis les bleus, il faut aller voir ça dans c'est YouTube. ça, On mettra ouais. le lien vers ça dans la description de l'épisode d'aujourd'hui si les gens veulent aller voir ça. Allez voir ça. Philippe Picard à Claire. C'était quoi le titre de ton exposé, te souviens-tu? Tu parlais des C'était rameurs. on fait quoi maintenant? Le sujet, c'était on fait quoi maintenant? Tout le monde, c'était ça. OK. Puis ça, c'était On fait avant quoi la maintenant? pandémie. Fait que la question est C'était, encore appropriée. On fait quoi maintenant? ouais, on rame. On Je rame, dis, on ouais, rame on encore. rame tabarouette, mais excellent. Mais c'est tout ça. Tu sais, je veux dire, Oui. c'est la chance, comme je te dis, de faire partie de ça. Mais je suis un petit cul, puis j'apprends, puis j'ai un plaisir fou. Ouais. Ça, je te dirais que c'est quelque chose que les personnes que je rencontre, j'avais le goût de dire les leaders que je rencontre, ont souvent ce réflexe-là. Pour rester en mathématiques, le dénominateur commun, c'est que les gens sont très humbles comme leaders. On a tendance à voir l'exceptionnel chez les autres parce que comme leader, on le cherche chez les autres. Fait que tu sais, quand je t'entends parler des gens qui t'entourent, les gens qui peut-être qui t'impressionnent ou que tu considères haut, tu sais, on place les gens qu'on admire sur des piédestals. Faut pas oublier, je pense, également de reconnaître la valeur qu'on a et ce qu'on peut faire dans notre milieu, mais je comprends l'humilité dont tu fais preuve présentement. Puis j'aurais le goût de te dire, c'est quoi, toi, les qualités, ou te demander les qualités que toi, personnellement, que tu recherches chez un leader. Parce que tu as décrit des belles choses, tu as décrit des modèles pour toi, des gens qui t'entourent, mais si tu avais à décrire des qualités que tu recherches, toi, personnellement, chez un leader, ce serait quoi? Spontanément, c'est l'écoute. L'écoute, OK. OK. Oui, spontanément, là, tu sais, de sentir que la personne est à l'écoute. Pour moi, c'est super important. Tu sais, après ça, je vais dire le courage. OK. Tu sais, ces gens-là sont... Ces gens-là que j'admire, je les vois comme étant des gens extrêmement courageux dans leur... pas juste dans leurs actions, mais dans leur façon de vivre, dans leur façon de s'assumer. Le courage de s'assumer. C'est pas juste le courage, pas juste de partir avec une lance puis d'aller tirer ça dans un éléphant. Là. Non. Mais le courage, c'est d'assumer ma position, puis de la faire, qu'elle paraisse, cette position-là. D'assumer d'être toi-même. Pas besoin de parler bien fort des fois. Pas besoin de... Un leader, c'est pas nécessairement quelqu'un qui crie bien fort. C'est juste, ça paraît. Il y a un non-verbal, il y a quelque chose, il y a un ressenti que tu sens que cette personne-là, OK, je veux la suivre ou cette personne-là va m'aider à grandir. Oui. Voir la bonne intention dans les actions, tu sais. Oui. L'autre élément, je te dirais, pour moi, qui est un fort aussi, c'est toute la notion de cohérence. OK. Pour moi, si on a de la difficulté à être cohérent, là, c'est là qu'on glisse. Là. Donc, puis c'est difficile. On vit dans des temps difficiles au niveau de la cohérence, surtout là. On est face à des règles, on est face à des éléments, mais dans nos vies, comment est-ce qu'on réussit à être cohérent? Comment est-ce qu'on réussit à être vrai? Comment est-ce qu'on réussit? C'est pas toujours facile, ça. Puis pour un leader, c'est l'image que j'ai des fois d'un leader, c'est une image parfaite de quelqu'un, mais pas nécessairement. C'est quelqu'un qui va être davantage cohérent, qui va s'assumer. Mais c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est de l'humain. C'est un grand humain. OK. Ben, on le sent par le choix des qualités. Tu parles de l'écoute, tu parles du courage, puis de s'assumer dans le courage, puis de la cohérence, des qualités qu'on recherche chez le leader. Présentement, ces qualités-là, je me dis, quand j'applique ça au contexte actuel, c'est tellement nécessaire, ces qualités-là, pour justement, pas juste élever les gens autour de nous, mais juste présentement, peut-être créer un semblant de fil conducteur, de sens dans ce qu'on est en train de faire, tu sais, parce que si on met toutes les choses qu'on est en train de mettre en place dans nos écoles juste pour pouvoir que ça se poursuive, avoir un semblant normal, tu sais, de retrouver quelque chose qu'on reconnaît un peu, même si on porte un masque puis qu'on a toutes sortes de procédures, ça nous demande d'être des générateurs de sens jusqu'à un certain point, là. Puis c'est
Tu sais, c'est souvent, je paraphrase Marius, tu sais, tout le monde est un leader, puis Ouais, l'enseignant ouais, l'enseignant dans son travail, c'est un leader. ouais, absolument. Mais ces mots-là, c'est ce qu'on veut. C'est ce Mm. qu'on veut, c'est ce que les jeunes veulent. Ils veulent être écoutés, ils veulent la cohérence. Mhm. Tu sais, je pense que c'est des éléments qui sont à la base de beaucoup de choses dans nos relations humaines. Ouais. Peut-être que tu pourrais nous parler de ton milieu actuel. Tu es à ta deuxième année, hein, c'est ça, au Salésien. Oui, Donc, dans le fond, tu as fait un premier tour de piste avant COVID. Maintenant, vous vivez ça ensemble. J'imagine qu'avec ce que tu me dis là, tu es quelqu'un qui met beaucoup l'accent sur les relations, essayer de connaître les gens, où on en est. Tu es déjà quelqu'un qui prône l'innovation en pédagogie, n'est-ce pas? On s'est parlé plusieurs fois, puis je veux dire, tu fais des belles choses avec les équipes qui t'entourent. Puis, comment ça prend forme présentement dans votre milieu? Ça a l'air de quoi, là, ce qui est possible? Parce qu'on s'entend, là, on n'est pas dans un contexte idéal. On est dans un contexte nouveau, première fois. Ça a l'air de quoi l'innovation en éducation présentement? De ton point de vue, là. Euh, Puis là, je vais peser mes mots dans le sens que OK. le milieu de l'éducation, puis tu sais, oui, j'ai mon milieu ici. J'étais à Saint-Bernard où on a développé des super belles choses, où je suis encore en lien avec les gens qui sont là, qui m'expliquent comment ça se poursuit. Puis ça, j'en suis vraiment fier. Là, parce que moi, j'étais un morceau de casse-tête dans tout ça. Puis il y a des gens qui m'ont dit des choses quand j'ai quitté, puis tout ça. Puis j'ai dit, si ça ne se poursuit pas parce que je pars, ben, j'aurais raté mon coup. Là. Mm-hmm. On aurait raté notre coup. Donc, ça se poursuit, puis c'est super. J'arrive au Salésien, j'arrive dans un nouveau poste qui n'existait pas. Donc, OK. Précision importante. Exactement. Le poste de direction pédagogique n'existait pas au Salésien. Mm-hmm. C'était pas une structure qui avait ce rôle-là. Donc, je dois, à travers l'année que j'ai passée l'an passé jusqu'au COVID, puis la COVID, bien honnêtement, là, ça a été un cadeau pour moi que ça arrive pour aider les gens à comprendre mon rôle au Salésien. OK. Parce que quand ça a mis en valeur ton rôle. Bien, quand ça a été fermé, le leadership pédagogique, les écoles étaient fermées, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise? Oui, on a une école où tous les élèves ont des portables, mais comment on structure une démarche? Bien, je l'ai faite avec l'équipe. Puis spontanément, j'ai fait une capsule vidéo à mes profs à tous les matins. À tous les matins, mes profs avaient une capsule vidéo qui traitait de pédagogie ou qui traitait de certains éléments pour garder le lien avec eux autres, pour les nourrir de quelque chose, pour les faire sentir qu'on était derrière eux. Mm-hmm. Puis ça a été... j'ai parti, je n'ai fait une. Je n'ai fait une le lendemain, je n'ai fait une autre le lendemain, mais finalement, j'ai fait 60, je pense. Wow. J'ai eu l'occasion d'en voir quelques-unes. C'est vraiment intéressant comme approche. C'est humanisant dans un contexte qui nous obligeait à ce moment-là d'être en ligne. Oui. C'était comme une transition. Le coffret DVD devrait sortir en 2020 pour les fêtes. Donc, si vous voulez acheter ça en cadeau, c'est disponible chez Discus. Bon. C'est drôle. Mais pour revenir à la question, OK, comment ça se passe présentement, l'innovation en pédagogie? Puis moi, j'ai été dans la techno. Là, j'étais un maniaque de la techno. Ça va révolutionner le monde, tout ça. Puis oui, ça le révolutionne, mais je reviens encore une base en tant que dirigeant, quand tu es dans un nouveau milieu, il faut que tu connaisses le monde. Ouais. Il faut que tu apprennes à connaître le monde. Ouais. Parce que tu ne les amèneras pas nulle part si tu ne les connais pas. Puis ils n'iront pas nulle part si tu n'apprends pas à les connaître. Ouais. Donc, je reviens dans l'innovation, les possibilités en connaissant le monde, des amener à découvrir, le potentiel des élèves. COVID, les élèves, ils ont été extraordinaires chez nous. Là. Ils ont été à la tâche. Là. C'était très peu d'élèves qui demandaient « à quoi ça sert de faire ça si ce n'est pas évalué? » Ça a été très peu d'élèves. Donc, le terreau, il est quand même propice à amener des changements en éducation sur de l'évaluation, sur donner de l'autonomie à l'élève, sur donner des choix, il est fertile à ça. Mais il faut amener nos gens à y croire. Il faut amener nos gens à se sentir bien dans tout ça. Un prof, c'est grandi prof pour être en avant d'une classe puis animer quelque chose. On a des super bons orateurs, on a des gens qui aiment montrer leur savoir, tout ça. Connaissant de leur contenu aussi.
Est-ce que c'est encore ça en 2020? Est-ce que Ouais. c'est encore ça qu'on a besoin, que nos jeunes ont besoin? Ben, moi, je suis ouvert à en discuter beaucoup là, de ça. Puis c'est ça, l'innovation, où est-ce que ça va aller? Je pense que c'est là. Parce que si on force le changement, ça ne marche pas. Moi, c'est ce que j'ai appris. Ah non, mais non, Plus que tu vas le forcer, moins ça va ça se marcher. force pas. Tu as dit quelque chose d'intéressant en parlant d'innovation. Ça m'a fait penser à, je sais pas si tu vas être d'accord avec ça, c'est que avant la pandémie, parce que tu as dit que c'était une belle chose que ça arrive, ça fait drôle de dire ça, mais ça a créé un contexte pour mettre en valeur, pour que les gens comprennent ce que tu faisais. Mais ça a aussi créé peut-être une opportunité de voir que l'innovation, c'est pas quelque chose qu'on fait sur le côté en plus du programme. L'innovation, c'est comment on le fait vivre, le programme. Puis présentement, on ne peut pas le faire à côté parce que le contexte nous oblige à faire autrement. On ne peut pas juste dire je fais ce que je fais d'habitude, puis je m'essaye sur le côté avec des choses innovantes. Tu sais. On n'a pas ce qu'on a d'habitude, il n'est pas là. Il n'est pas sur la table. Non. Fait qu'il faut innover, tu sais. Il faut faire autrement. C'est là Puis en passant, je ne suis pas responsable de la COVID, là, je ne suis pas provoqué là, pour pouvoir définir mon rôle. Là, pas toi qui l'as calé. Je veux juste mettre ça clair, là, je ne suis pas derrière ça. Là. Non, mais c'est ça. Comment on va saisir cette opportunité-là pour. Puis tu sais, moi, dans mon bureau, là, je suis dans mon bureau présentement, mais j'ai plein d'affiches. Là. Des affiches qui viennent me chercher. Là, la fiche du taux d'engagement de nos élèves là, qui avait été produit là, il y a quelques années par l'Association canadienne en éducation. Absolument. Qu'as-tu fait à l'école aujourd'hui? Exactement. Là, il y a 35 des élèves de 5e secondaire qui se disent engagés. Tu sais, ça, c'est en 2009-10. Là. Donc, c'est ça. Puis ça n'a pas changé, d'après moi, en 10 ans, nécessairement. Non, parce que la tendance, c'était... Donc, pourquoi il faut changer les choses? On vient au Why, How, What de Simon Sinek, là, mais pourquoi il faut changer les choses? Mais c'est pour ça. C'est pas parce que la techno, c'est le fun. C'est pas parce qu'on a des lubies dans la tête de faire des changements. Non, c'est parce qu'il y a une problématique d'engagement dans nos écoles. Mm-hmm. Puis je vais y aller sur nos garçons aussi. J'en suis un. Un gars, c'est un gars, puis Colin, Serge Goyette dirait ça. Exactement. Tous nos cas problématiques de motivation scolaire, de réussite scolaire au deuxième cycle, bien, à 94 % c'est des gars. OK. Fait que, tu sais, si on ne change pas nos recettes, si on n'essaie pas d'innover quelque chose, on va avoir le même problème. Moi, ma citation, c'est la folie, c'est se comporter de la même façon, puis s'attendre à un résultat différent. Mais, come on, tu sais. Si tu fais du craft dinner, ça va goûter le craft dinner. C'est ça. Puis là, on choque de ça dans les rencontres de niveau, que là, il réussit pas encore, lui. Ben, on a dû changer la recette. On a dû faire quelque chose de différent. Mm. J'ai ma boule, moi, t'as peu. J'ai ma traditionnelle boule. C'est la rêve. Oui. Mon Dieu. Il faut que le rond rentre dans le rond. Il faut que l'étoile rentre dans l'étoile. Oui. Mais là, c'est propice. Là. On a quand même quelque chose, même si c'est difficile, puis il va falloir rentrer en relation avec nos gens, mais c'est propice à faire des essais. Là, ouais. Là le ministre, aujourd'hui, nous a envoyé il y a 2 étapes qui vont compter pour 50 %. On a un peu plus de lousse. Puis là, il dit même dans son message que c'est pour faire en sorte que les profs puissent respirer puis d'élaguer du contenu. Hey, go, profitons-en. Oui, juste pour mettre en contexte, on est présentement le 8 octobre, même si l'épisode n'est pas nécessairement diffusé le 8 octobre. On est en train d'enregistrer l'épisode. Donc, le 8 octobre, on a su qu'il y avait 2 étapes plutôt que 3 au Québec. Donc, ça donne un peu de breathing room à la pédagogie, puis d'aller chercher des preuves d'apprentissage. Puis justement, ce que tu dis, c'est que ça nous permet d'expérimenter, peut-être, d'aller voir ce qui est possible là. Toi, d'un point de vue systémique, je sais que tu es au Salésien, puis je sais que tu es bien entouré, donc tu dois sûrement communiquer avec des gens d'un peu partout en éducation. Si on tombe dans le « qu'est-ce qui est possible », l'idéal n'est pas de ce monde. C'est notre premier tour de piste, donc on a le contexte pour expérimenter. Qu'est-ce qui est possible en pédagogie présentement, d'un point de vue système, là, pour justement expérimenter des nouvelles façons de faire en salle de classe qui vont être au service de la motivation, de l'apprentissage de nos élèves, mais aussi qui nous permettent peut-être de repenser à nos façons d'aborder l'expérience d'apprentissage des élèves. C'est quoi les possibilités que tu vois? Bien, je ne sais pas si c'est l'angle que tu visais dans ta question, mais là, il faut qu'on réussisse à prendre le temps
Tu sais, il faut, OK. dans les possibilités, là, OK. il faut que nos enseignants puis nos dirigeants puissent prendre le temps pour juste essayer de réfléchir pas trop longtemps, mais essayer quelque chose. Tu sais. Ouais. Là, nous aussi, on a des plans d'apprentissage qu'on travaille fort. On travaille fort sur que chaque enseignant produise un plan d'apprentissage d'une durée déterminée pour leurs élèves. OK. Puis dans ça, puis ce modèle de la Fédération des établissements privés, là, avec qui j'ai travaillé étroitement, là, sont géniaux. OK. L'équipe des conseillers pédagogiques là, sont vraiment fantastiques. Puis ils ont Oui. produit quelque chose, là, on cible les essentiels, c'est quoi. Puis ensuite, c'est quoi les tâches complexes, les tâches préparatoires qu'on doit faire. Puis comment on va faire la rétroaction. Donc, tout ça, là, c'est des éléments qu'il faut qu'ils soient ramenés présentement dans notre quotidien de planification puis de préparation de cours. La rétroaction, le pouvoir de la rétroaction, c'est... Tu sais, je parle avec mes profs de français, là, je dis, je suis désolé pour vous autres, là, mais vous perdez énormément de temps à corriger des productions écrites, à mettre de l'énergie, mettre du rouge, expliquer. Puis quand vous avez votre enfant qui reçoit la copie puis il regarde la note, 68, c'est correct, je passe à d'autres choses. L'élève a passé 4 secondes à regarder sa copie, puis vous autres, vous avez passé 45 minutes à le corriger. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hey, tu me ramènes. Moi, j'étais enseignant de français au secondaire. Je veux faire un commentaire là-dessus parce que ça provoque ça ramène des vieilles émotions. Passer du temps, puis tu sais, on parle de l'importance de la rétroaction, puis les gens en prennent du temps. Je me souviens, j'étais avec ma fille justement hier soir, elle était en train de faire une dissertation, puis je me souviens quand je les corrigeais, c'est 40 minutes la copie, ces choses-là. On veut donner les meilleures rétroactions à l'élève, puis tu viens de dire une chose importante, puis même si j'ai pas la recherche en tête, je me souviens pas du nom, là, mais c'est Dylan Williams qui nous avait présenté ça. Il dit, si tu présentes une rétroaction avec une note, c'est comme s'il n'y avait pas de rétroaction. Dès qu'il y a une note, l'apprentissage finit. Puis tu parlais tantôt que tu faisais affaire à tes présidents de l'association, tu avais des gens là-dedans qui étaient embaumeurs. Mais c'était un peu ça, c'est dès qu'il y a une note, c'est l'autopsie, tu sais. Les commentaires, c'est l'autopsie de l'élève, t'es mort de ça, tu sais, en rouge, là. Et puis, avec des collègues à l'époque, ce qu'on avait commencé à faire, c'est qu'on donnait les copies aux élèves juste avec les commentaires. Puis il fallait que l'élève dise comment il pouvait réinvestir les commentaires, puis il y avait le choix de le réinvestir. Ensuite venait la note, plus tard. Juste pour pas perdre le meilleur, parce qu'on a donné plein de rétroactions tout le long du processus d'écriture. On en donne pendant, mais quand on reçoit la copie finale, on en donne encore là. Et mon Dieu que ça déchire le cœur de constater ce que tu viens de dire, que l'élève voit la note, ne prendra pas le temps d'aller voir les commentaires, puis ça, c'est perdu. Donc, ça me ramène à ça. Je nous ai fait dévier un petit peu, là, mais ça me ramenait là, puis on veut en donner de la rétro. C'est de créer les conditions pour qu'elle soit reçue et réinvestie pour que ce soit payant, tu sais. Puis un concept que je travaille ou que je discute, c'est toute la notion d'équité, d'égalité, puis de rétroaction, puis d'évaluation. Puis moi, je compare souvent notre profession d'un enseignant à celle d'un médecin. OK. C'est ça, médecin. Bien, le médecin, quand il rencontre son patient, il ne fait pas systématiquement la même affaire à tout le monde. T'sais. Non. Ça se peut qu'avec un patient, il va passer 2 minutes. Mm-hmm. Parce qu'il va lui poser 3-4 questions, puis il va savoir qu'il est en santé, puis parfait. Puis nous autres, on se revoit dans un mois ou on se revoit dans un an. Mm-hmm. Puis ça se peut que l'autre patient qui arrive, lui, il a un peu plus de misère, là, puis ça va pas bien. Fait que prise de sang, tu vas aller faire des prises de sang, puis tel examen, puis on va se revoir la semaine prochaine. Mais j'essaie d'amener les gens à voir comment ça pourrait se dessiner, parce que moi, je ne suis plus en salle de classe, mais comment ça pourrait se dessiner dans une salle de classe? Comment l'enseignant, parce qu'ils savent, là, les enseignants, ils savent. À partir du mois d'octobre, novembre, après moi, ils savent qui, à la fin de l'année, va réussir avec un bon résultat, puis qui va avoir de la misère. Mais comment on se dégage du one size fits all, de dire, le 13 novembre, il y a un examen pour tout le monde va le faire. C'est comme si je vais chez le médecin, puis le médecin, systématiquement, demande à tout le monde d'aller faire des prises de sang. Il ne donne pas la même prescription à tout le monde. Pas ça. la même rétroaction. Puis ça ramène peut-être ta perspective de coach du début. Tu disais, on est coach et arbitre, mais quand on est coach, on identifie le talent. Donc, on le sait d'avance qui va être bon. Mais ensuite de ça, c'est de le positionner puis de l'outiller, ce talent-là, à travers la prescription ou la rétro qu'on lui donne.
Ouais. Puis, On est puis, médecin. puis ma gang, On n'a pas... ma gang de profs, c'est la même chose. Tu sais, Ouais. je peux pas. Moi, je déteste faire des messages à l'ensemble de mes profs. Je m'excuse, là, mais Ouais. sans dire je déteste, mais je trouve que ça manque de saveur. Puis ça peut être le fun. Ça peut être oui, tout ça, mais C'est pas c'est beaucoup dans personnalisé. Exactement. Parce que quand je vais dire quelque chose, ça, c'est quelque chose que j'apprends aussi. Oui. Quand je dis quelque chose, 40 personnes sont en avant de moi, il Oui. va y avoir 40 interprétations différentes. Oui. Puis ce que je veux viser, bien, ça se peut, ou celui que je souhaite viser, ça se peut que ce soit même pas lui qui reçoive le message, puis c'est l'autre qui va recevoir un message, puis va se remettre en question, il va dire hey, je fais quelque chose de pas correct. Donc, c'est beaucoup plus dans le contact, dans la relation individuelle ou en sous-groupe, où on a une aisance à discuter, mais je vois que ça peut être la même chose. D'après moi, c'est la même chose dans le monde des affaires, c'est la même chose dans le monde avec les enfants, la famille. Donc, c'est ces éléments-là, d'arrêter d'être dans un système. Puis, juste hier, je te donne un exemple, c'est savoureux. On parlait d'évaluation d'élèves, OK. reprise d'examen. Parce que là, avec les absents, tout ça, là, les élèves sont absents. Puis les règles COVID qui font en sorte que nous, les reprises d'examen, le temps qu'on peut faire à 4 heures, c'est 30 minutes. OK. Là, mon prof, il me dit ouais, mais là, moi, mon examen, il dure 55 minutes. Oui. Fait que là, je dis mais là, il faut que tu essaies de trouver une façon de le rentrer dans 30 minutes. T'sais. Fait que là, il dit ouais, mais. Fait que là, il y a quelqu'un autour de la table, il dit ben, tu as juste à faire des examens de 30 minutes. Fait que là, il réfléchit, puis il dit ouais, il dit c'est vrai. Il dit avant, j'étais dans une école où les périodes, c'était 75 minutes. Fait que je faisais des examens de 75 minutes. Là, je suis dans une école de cours de 55 minutes. Je fais des examens de 55 minutes. Mais il dit, dans le fond, je peux bien faire des examens de la durée que je veux. Oui. Pourquoi je l'ai fait en fonction de la période? Oui. Belle réflexion. Là, c'est comme fait, c'est bon, ça. C'est tellement... Ça amène plein de réflexions au niveau des adaptations, même, pour les élèves qui ont besoin de plus de temps. On pourrait avoir cette discussion-là autour de notre emploi du temps. Puis peut-être le cœur de notre discussion présentement, c'est qu'avec la situation actuelle, le nombre de minutes contact de qualité pour enseigner est réduite. Il y a des facteurs externes qui font en sorte que certaines personnes doivent s'absenter côté sanitaire pendant des périodes de temps. Donc, on perd du temps de contact. Donc, la perspective de planifier un plan de travail ou de planifier les apprentissages essentiels dans X nombre d'heures contact potentiel, qui va devenir un autre chiffre côté réel, beaucoup, beaucoup moindre, ça demande peut-être aussi notre capacité de revoir un peu comment on va faire vivre cette programmation-là à nos élèves si on veut faire de la place pour la relation, au-delà du sanitaire, la relation, la rétroaction qui va être réinvestie avant que ça compte, parce qu'après, c'est l'autopsie. Juste ça, c'est innovant. Ça nous invite peut-être à réévaluer ou à peut-être se parler de ce qui est important, parce qu'habituellement, on part l'année puis il n'y a pas de questions, mais là, il faut se parler entre collègues. S'il y a plusieurs groupes d'un même cycle, d'un même niveau, OK, c'est quoi qui est important dans tel cours? Ça amène des belles questions, de beaux potentiels, de belles conversations entre collègues. Oui, puis cibler les essentiels, les intentions pédagogiques. C'est un paquet d'éléments que je trouve qu'on ne fait pas assez. OK. Même comme dirigeant, moi, il faut que je me questionne à chaque fois que j'ai une intervention à faire, c'est quoi mon intention? OK. C'est quoi mon intention que j'ai face à mes enseignants, face à mes parents? C'est quoi le but? C'est quoi qu'on cherche? Ouais. Puis, il faut que cette question-là revienne systématiquement chez nos enseignants lorsqu'ils planifient quelque chose. C'est quoi mon intention, c'est pas la page 28. Non. Mon intention, c'est que je vais amener l'élève à faire la différence entre un nombre fractionnaire puis une fraction unitaire. Puis même là encore, il faudrait que je sache pourquoi je veux. Ça, c'est mon intention. Ouais. C'est faux. Donc, cette réflexion pédagogique-là, c'est pas le manuel qui va me la donner. C'est en jasant avec du monde, c'est en fouillant, en essayant de découvrir des choses pour améliorer notre pratique. Mais l'intention pédagogique, tous ces éléments-là, puis présentement, c'est ça qui arrive. La COVID, c'est ça que ça fait. Oui. Ça nous amène à ne pas avoir le choix de questionner les choses. Oui. Ça ramène à l'intention pédagogique. J'aurais le goût de te ramener peut-être à l'intention de leadership parce que tu es quelqu'un qui se questionne, qui réfléchit. Tu disais que tu n'apprends pas nécessairement par le biais de cours structurés, mais tu apprends de ton réseau, tu apprends des gens qui t'entourent. Sur quel aspect de ta pratique tu travailles le plus présentement?
Compte tenu de ce qu'on est en train de vivre, tu sais. Ça là, ça, c'est super le fun parce que c'est le fun, mais c'est difficile, je te dirais. Le Salaisien, on a fait, avant la COVID, encore là, il y en a qui vont penser que c'était arrangé, là, mais avant la COVID, on a fait passer à l'ensemble de notre personnel le test de Nederman, les intelligences, pas les intelligences, mais les dominances cérébrales. Donc, s'il y en a qui ne connaissent pas le modèle, tapez Ned Herman dans Google. C'est vraiment intéressant parce que il y a les 4 sphères, dans le fond, du cerveau, l'analytique, le séquentiel, l'interpersonnel puis l'imaginatif. Donc, puis là, ça fait un beau petit quadrilatère qui montre que chaque personne a des tendances à être plus dans puis c'est relié avec des couleurs. Là, le rouge, c'est le relationnel, le jaune, c'est le créatif, puis le vert, c'est le séquentiel, puis le bleu, c'est le rationnel. Donc, ça fait un beau petit quadrilatère. Puis, moi, je suis pas vert. Moi, là, moi, ça paraît, là, vous ne voyez pas mon bureau, mais je ne suis pas vert. Je ne suis pas ordonné. Fait que, tu sais, quand j'ai à travailler avec des gens qui sont verts, puis parce que moi, je suis jaune, l'opposé du vert, c'est le jaune, c'est le créatif. Là, c'est le pété qui est tout le temps après. Fait qu'eux autres, je les rejoins pas. Qu'est-ce qu'il faut que je travaille présentement? C'est de trouver une façon de rejoindre les gens des différents cadrans. Fait que là, dans notre équipe, on sait qui a les dominances. Donc, fait que tout le personnel, c'est ça, là. Oui, tout le personnel a, puis la direction, on a accès aux résultats de chacun. On garde ça confidentiel, mais les gens, ils les ont affichés, là, ont affiché leur... moi, c'est... Je sais pas si je peux le tasser un peu, mais tu sais, moi, il est là. Quand les gens viennent dans mon bureau, là, on parle de nos couleurs. J'essaie de te montrer, mais bon, c'est à l'envers, mais on parle de nos couleurs. Là. Fait que, tu sais, c'est... Puis ça nous donne un langage commun. Mais moi, il faut que je travaille sur ma pratique pour dire, OK, quand je passe sur une lubie, là, c'est sûr que je ne suis pas clair pour le vert. Le vert a besoin des étapes. Le vert a besoin d'avoir des exemples. 1, 2, 3, 4. Exactement. Donc, moi, il faut que je travaille là-dessus. De prendre conscience de ça pour faire en sorte que je donne de la valeur à la réflexion que j'ai pour que lui aussi, il m'aide. Parce que le vert, il va m'aider. Il est super bon pour m'aider. Lui, parce que quand il va comprendre, il va me la faire, la démarche. Là. Il va me la faire, la démarche, pour aider les autres. Puis dans un certain point de vue, en leadership, on veut faciliter le passage à l'action. Donc, d'avoir un vert dans l'équipe qui peut nous aider à mettre en petits pas comment on va se rendre à l'idée créative, c'est sûr que c'est aidant. Puis dans sa théorie, Nederman, c'est d'avoir des équipes à cerveau total. Donc, c'est d'essayer de créer des équipes. Tu sais, la notion d'équipe est super forte. Chez moi, elle est forte. Là, tu sais, d'avoir des équipes de travail, c'est important autour de l'élève. Mais si on réussit à avoir des équipes à cerveau total, ça veut dire qu'on est représenté par chacune des sphères de ces éléments-là sont représentés à travers l'équipe parce qu'il n'y a pas un profil qui est meilleur que l'autre. Non, bien absolument. Il y a des forces dans chacun. Puis l'idée de s'entourer de gens complémentaires, c'est sûr que c'est aidant. Je sens que j'ai vraiment appris à te connaître au fil de notre discussion jusqu'à maintenant. C'est vraiment intéressant de voir ton vécu, ta perspective sur les choses, ton évolution en tant que leader. Tu es un apprenant peut-être plus informel qui, je trouve, va peut-être avec ton style créatif. Tu aimes ça butiner, puis aller chercher à ton rythme ce que tu veux. Tu sais, là, tu es comme ça. Puis il n'y a aucun mal à ça. Est-ce que tu as eu la chance de suivre certaines formations en leadership au fil de ta carrière, puis sans dire la meilleure, ou tu sais, c'est le superlatif, là, c'est trop utilisé. Y en a-tu qui ont été marquantes pour toi, des situations de formation ou plus structurées, que ça peut être un cours qui t'ont aidé en leadership, justement? Bien, et là, ils vont penser que c'est biaisé, mais tu sais, comme j'expliquais, j'ai pas... je m'inscris informellement à des choses où je participe à des événements qui sont sporadiques. Tu sais, moi, je vais être le genre de personne, quand j'assiste à une conférence, j'écoute la personne, ça m'éveille. Bien, après ça, je vais chercher sur la personne, je vais lire, je vais écouter des trucs. Mais une des formations que j'ai eues, Marius, puis c'est avec toi quand tu nous as accompagnés à Saint-Bernard sur le... Puis, c'est pas ça... non. Je n'ai pas payé pour ça matin. Je n'ai pas été payé. Là. Je vous dis, je n'ai pas été payé. Il m'a juste demandé le coffret de mes capsules que je vais lui offrir gracieusement, mais bon. Un échange de services.
Un échange de services. Mais cette formation-là, qui était basée sur les 21 lois de leadership de Maxwell, Ah oui, OK. Oui. elle a mis des mots sur... tu nous as accompagnés à plusieurs moments, puis Oui. elle a mis quand même des mots, puis elle m'a fait réfléchir. Puis je me souviens, tu sais, à un moment donné, la loi de l'héritage, là, que moi, je suis challengeais en disant, ben moi, je fais pas ça pour... Je fais pas ça pour donner un héritage à quelque chose. Pour, tu sais, ça m'a... Il y a beaucoup de choses là-dedans que je réutilise sans le savoir. Okay. Je suis très spontané. Mais autant, je ne suis pas séquentiel, je suis spontané. Tu sais, je ressors des choses. Je suis ton coaching. Quand je peux le faire en direct, je le fais. Sinon, je le rattrape. Je prends des notes. Okay. Ce qui est important pour moi, c'est que dès le lendemain, il faut que je sorte 3 phrases de ce que j'ai entendu. C'est ça. Il faudrait investir. Moi aussi, je suis fait comme ça. Il y a des phrases qui me touchent, qui me marquent, puis j'ai comme besoin de l'intégrer à ma pratique tout de suite pour le tester, parce que j'aime beaucoup expérimenter puis m'essayer, tu sais. J'aime autant, tu sais, puis j'apprends sur le tas, comme on dit. En tout cas, ça n'a pas rapport, là, mais ça me fait penser à ça. Mais c'est ça. Puis des phrases, moi, je suis un gars de feeling, et j'entends une phrase, elle vient me chercher, elle a quelque chose, je la redonne à quelqu'un, tu sais. Je la redonne à quelqu'un, sers-toi de ça. Ça va être utile. Et c'est ça. Fait que, tu sais, formation de grande envergure, bien, je te dirais, ces 21 lois-là. Puis, tu sais, spontanément, je ramène aussi Raymond Vaillancourt qu'on avait vu je ne sais pas si c'était à Claire, que j'avais écouté. En 2014. Je n'étais pas en 2014, puis je pense qu'il était là l'année d'après aussi, en 2015. OK. Puis j'avais réécouté, je ne sais pas lequel, mais il parlait des types de personnes. Moi, j'aime ça. Moi, fais-moi passer un petit test là, qui me dit quel type de personne je suis, puis tout ça, puis les autres, ainsi de suite. J'adore ça. Oui, absolument. Et lui, il parlait des types de personnes, des personnes de pouvoir, des personnes politiques, des personnes en puissance. Puis ça, j'adorais ça. Puis après ça l'aide à situer. Ça l'aide, à moi me situer. Je suis où, moi? Je me considère comme dans tout ça. Quand j'ai à interagir avec des gens, ben OK, c'est quoi la porte d'entrée pour trouver le terrain d'entente pour aller développer quelque chose ensemble? Mais une étiquette pour aller plus loin, pas nécessairement pour classer des gens dans telle catégorie, mais pour les comprendre, puis, comme tu disais, s'élever soi-même, parce qu'on se comprend, puis être capable d'aller chercher l'autre pour aller avancer ensemble. Se comprendre, tu sais. Je sors un peu d'éducation, là, mais je m'en vais dans de la psychopop. Là, mais cet été, il y a quelqu'un qui me parlait d'une émission qui était... là, il y en a qui vont changer de poste, mais bon. qui docu-réalité, ça s'appelait « Si on s'aimait ». C'est des gens qui se croisent ensemble, puis c'est une sexologue qui chapeaute un peu ça, puis elle parle des 5 dualités des couples. C'est fantastique. J'ai acheté le livre, j'ai écouté ça. Codépendant, dépendant, vite, lent, tu sais, des dualités. C'est le fun. Tu lis ça, c'est comme, puis là, tu essaies de le ramener. Oui, ta vie personnelle, mais tu essaies de le ramener aussi. Dans ma vie professionnelle, je suis vite ou je suis lent. Ça se peut que je sois vite. Mais je travaille avec des lents des fois. Mais c'est quoi la relation que je vais avoir avec cette personne-là? Comment on arrive à comment je suis perçu comme leader? Oui, exactement. Donc, si on s'aimait, j'ai aucune cote. C'est disponible chez Archambault. Ça fait penser à Céline Dion. S'il suffisait qu'on s'aime, mais je la chanterai pas, je vous le promets. Moi non plus. Je n'ai pas de guitare. Hey, Philippe Picard, as-tu le goût? On serait rendu à la portion rafale. On se donne un petit 5 minutes, pas stressant du tout. Je te donne un mot ou une expression. Puis tu me dis en peu de mots là, ce qui devient les premières choses qui te viennent à l'esprit. Es-tu game? OK, on va essayer. On essaye? C'est bon. On commence ça. Je commence avec collègue au pluriel. Collègue, ça, c'est pour moi, un collègue, c'est proximité, c'est essentiel. Je reviens à écoute. Entre collègues, il faut qu'on s'écoute. C'est arriver à se comprendre. Collègue, mais c'est essentiel. Pas travailler de ça. OK. Apprentissage. Parce qu'on vit ça dans nos écoles. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand t'entends ça? Apprentissage. Plaisir. Moi, je m'excuse, mais l'apprentissage, il faut que ce soit le fun. Ça, Puis je l'ai dit tantôt au début, là, moi, je suis bon dans rien, mais je suis pas payé dans bien des affaires parce que j'aime ça apprendre des affaires. J'aime ça.
j'aimerais ça être un petit peu plus persévérant, par exemple, mais tu sais, j'aime ça découvrir des choses, j'aime ça apprendre des affaires. OK. Élève en difficulté ou à besoin particulier? J'aime pas ça entendre ça. J'aime pas. C'est une étiquette qu'on met sur des humains. OK. Mes meilleurs amis sont des gens qui probablement auraient eu cette étiquette-là d'élève en difficulté. Puis ces amis-là, c'est les gens les plus brillants que je connais, on dirait. OK. C'est comme si, en difficulté, selon un certain schéma qu'on a établi dans la société, là, j'ai de la misère avec ça. Puis c'est là que peut-être en éducation, il faut trouver une façon de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette étiquette-là d'élève en difficulté. Moi, j'aimerais pas ça être identifié comme un directeur en difficulté. Si c'est ça, je vais essayer de trouver un moyen de m'en sortir. Mais j'ai 45 ans, puis j'ai un réseau, puis je peux essayer de travailler fort là-dessus. Mais quand j'ai 8 ans, puis je suis étiqueté comme un élève en difficulté, là, ça se peut que je ne cherche pas trop où m'en aller. Puis il y a des... Mais c'est ça. Comment essayer de repérer que l'élève n'est pas en difficulté dans des affaires pour qu'on puisse avoir de la confiance, développer de la confiance? C'est qu'on dirait en apprentissage, élève en apprentissage, parce qu'on est tous en apprentissage. Oui, c'est ça. Une chose comme ça. OK. Leadership partagé. Je rechange 2 mots, responsabilité collective. Wow. Et présentement, c'est ça qu'on a besoin en éducation. Là, on a besoin de ça. Je suis un directeur d'école. Je suis dans le même bateau que l'ensemble de mes enseignants. Ouais. C'est pas facile. Ça sera pas facile dans les prochains jours, semaines, mois. Non. Mais la responsabilité collective là, est sur les épaules de tout le monde. Puis on se parle, on s'exprime. Mais c'est pas le leadership. Je reviens avec mon Superman en haut. Là. Non, c'est tout le monde, on fait partie du bateau. On pagaille ensemble, s'il vous plaît. Puis si on a de la misère à pagailler ensemble, on se parle pour essayer de trouver une façon de pagailler ensemble. En plein là, hein? Responsabilité collective, puis les élèves sont là-dedans. Là. Eux aussi en ont des responsabilités. Oui. Les élèves, les parents, tout le monde. Oui. Tout le monde est un leader, Philippe. Développement professionnel continu. C'est essentiel. Puis, c'est en fonction de ce que vous savez de moi maintenant, c'est que c'est pas nécessairement de suivre un cours du développement professionnel. C'est pas nécessairement de t'inscrire à l'université. Ma gang de cadre 21 font des excellentes badges sur différents thèmes. Mais absolument. Du développement professionnel, c'est ce que je fais présentement. Là. Moi, j'asais avec Marius Bourgeois de prendre du temps avec quelqu'un. Ouais. Parler pédagogie, c'est du développement professionnel. D'aller sur Twitter puis de lire le blog d'Alexandre Audette, c'est du développement professionnel. Parce que ça fait juste me faire réfléchir, mais où ça va devenir du développement professionnel, c'est quand je vais le faire sortir de ma tête et je vais en parler à quelqu'un d'autre. Parce que si je le garde en dedans de moi, puis j'essaye dans ma pratique d'améliorer les choses, oui, mais ça va être encore mieux si c'est discuté, si c'est... ça mène à de nouvelles actions. Exactement. Ouais. Oui. Ouais. Fait que c'est pour ça que le développement professionnel, c'est soyez curieux. Soyez curieux à lire quelque chose, à écouter quelque chose. Pas juste d'aller chercher un diplôme. Absolument. Tellement d'accord avec ça. Chercher les angles morts qu'on a. Qu'est-ce que je vois pas? Qu'est-ce qui m'échappe présentement? Des questions, moi, qui m'habitent personnellement. Puis tu sais, je m'en vais ailleurs, là. Mais tu sais, développement professionnel, là, les gens doivent écouter, si vous n'avez pas vu, c'est un TED Talk de... tout le monde a besoin d'un coach. Je l'ai noté quelque part. Là, Everybody needs a coach. Oui, c'est ça. Là, quoi son nom? Attends, c'est Atul quelque chose. Je l'ai noté. Atul Gawande. C'est want to get great at something, get a coach. C'est un médecin. C'est un médecin qui explique que lui, il a fait venir il a engagé un autre médecin à venir dans sa salle d'opération. Il y a 15-20 ans d'expérience. Il a fait venir quelqu'un dans sa salle d'opération pour l'observer.
Mais ça, c'est un développement professionnel. Tu laisses quelqu'un entrer t'observer. Et je crois que ce même individu-là, tu me fais faire un lien, a écrit un livre qui s'intitule The Checklist Manifesto, qui explique l'importance d'avoir des checklists objectives à l'extérieur de ta tête, puis que ça améliore, en tout cas, dans son livre, il l'explique, là, c'est hallucinant, la performance et le rendement des chirurgiens, des gens de haut niveau, quand ils ont une checklist, puis que c'est le choix personnel et professionnel, tu sais, la liberté professionnelle. Mm-hmm. En tout cas, Checklist Manifesto, il dit qu'on devrait tous avoir ça, histoire courte. Mais c'est le même monsieur qui parle de coach. On a besoin d'un coach, puis on a besoin d'une checklist. L'histoire courte, c'est ça. Oui, puis ça fait partie du développement professionnel, puis il coûte pas cher. Là. Un collègue d'une autre matière, pas obligé d'être dans la même matière, là. Surtout pas. Prenez un prof d'une autre matière qui va venir vous observer en classe, va vous observer, être en relation avec vos élèves. Ouais. Le meilleur DP, mon humble avis, c'est entre collègues. D'aller voir son collègue enseigner pour voir comment ça se passe dans la vraie vie. On constate là qu'il n'y a pas de feu d'artifice, mais les petites choses font des grandes choses. Quand on peut voir ça. Quand on voit nos collègues. Ouais. Conversation courageuse. Qu'est-ce qui te vient d'esprit quand tu entends ça? Ça va avec l'ego un peu des fois. Tu sais, on a peur de faire de la peine. On a peur de... Tu sais, quand on s'élève un peu, puis je suis là-dedans aussi. Là, tu sais, je veux pas faire de peine à personne. À un moment donné, il y a quelqu'un m'avait dit, à un moment donné, c'est quand tu dis quelque chose à quelqu'un, ton objectif, c'est pas de le froisser. C'est pas de... Si c'est pas ça, il faut que tu le dises. Puis tu le mets sur la table. Ouais. L'expression qu'il me disait, tu le mets sur la table, tu ne mets pas ses épaules, tu le mets sur la table. Ouais. La personne, elle va le prendre, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Tu protèges la personne. Ben oui. Tu ne mets pas ça à la personne, tu le mets ça à la table. Je mets ça à la table. Ouais. Puis, c'est ça que je vois, c'est ça que j'interprète, c'est ça. Est-ce que toi, tu le prends, tu l'amènes? Donc, parce que mon objectif, puis c'est de le dire, mon objectif, c'est pas de te faire de la peine. C'est pas de te dire que tu fais pas les choses correctement. Là, on a quelque chose, il faut avoir cette conversation-là. Ouais. Ça va avec le courage, ça va avec, c'est ça, conversation courageuse, mais c'est le défi, c'est la communication. En éducation, on n'aime pas faire de la peine. On n'est pas allé en éducation. On est allé en éducation pour aider les gens. Fait que quand ça coince, c'est plus difficile là, pour les adultes aussi d'avoir ces conversations-là. Mais c'est pas dans le but de heurter les gens. C'est tellement curieux ce que tu viens de dire, parce que dans le fond, on parlait de l'importance de la rétroaction constructive en salle de classe, puis entre adultes, la rétroaction porte un autre nom. Ça devient souvent une conversation courageuse, parce que ça prend quand même une relation, puis une confiance et du courage pour peut-être risquer de perdre la relation quelques instants, pour permettre à la personne d'observer avec nous ce qu'on met sur la table devant elle, avec nos bonnes intentions de l'aider à s'élever, là, tu sais. Puis Danny Beaulieu disait toujours de préparer le sol. Si on arrive bang à quelqu'un, on veut faire pousser du gazon sur de l'asphalte, ça ne marchera pas. Là. Fait que prépare ton sol. Si tu sais que la personne risque de le prendre de façon plus... trouvons une façon. L'objectif, c'est pas de la mettre à terre. L'objectif, c'est encore là, je reviens coach-arbitre. Faut qu'elle aille jouer après. Il faut qu'elle embarque sur la glace. C'est ça. Long terme. Parce que c'est pas facile. Là, moi, des fois, quand j'ai rencontré quelqu'un, puis je regarde son horaire pendant un cours après, mais tu sais, moi, faut que je pense qu'elle soit en classe après, là, qu'elle ait un mindset pour être en classe. Oui, exactement. Donc, exactement. Alors, je comprends. Le timing. On ne connaît pas tout des personnes qu'on côtoie. Hein? On connaît juste ce qu'on voit, puis notre perception de ce qu'on voit. Donc, de converser un à un avec les gens. C'est un acte courageux, mais je dirais que c'est un acte généreux aussi. On reçoit très peu de rétroaction en éducation, puis je me dis, chaque fois qu'on en reçoit, tu disais, tu en as reçu quand tu as quitté Drummondville. Là, tu te dis, mon Dieu, avoir su tout ça, j'imagine, là, si tu avais su ça pendant que tu étais là, comment ça aurait pu t'aider dans ton quotidien? Tu sais, je me mets à ta place, là. Parce que j'ai vécu certaines choses dans le même sens, puis quand tu le sais après, ça fait plaisir, mais tu te dis, mon Dieu, je m'en faisais pour rien dans telle situation, ou j'aurais peut-être agi autrement, avoir su ça dans telle autre situation, tu sais. Oui.
Puis j'ai devant moi une citation, c'est drôle que tu dis ça, mais c'est la pensée du mois de je sais pas quand, mais OK. ressentir de la gratitude et ne pas l'exprimer, c'est comme emballer un cadeau puis pas le donner. OK. William Arthur Ward, OK. 1921. Ouais. C'est vrai. En tout cas, tu sais, c'est pas pire. Donc, quand on a quelque chose à dire de bien à quelqu'un, disons-le. Ouais. C'est pas d'être têteux, c'est pas d'être. Non, disons-le. Donc, en conclusion de ça, c'est une conversation courageuse, c'est de mettre un cadeau sur la table. Ben oui. Puis, il y a peut-être un pétard dedans, en tout cas, faire attention. Ouais. Hey, dans une perspective moins sérieuse, on est toujours dans notre rafale, mesdames et messieurs. Vous êtes avec nous. La meilleure poutine. T'es un gars de Drummond, il Hey, faut que je te parle de poutine. ben oui, mais c'est sûr que c'est à Drummond. Le resto du boulevard à Drummond. Là. OK. Sauce sucrée. Ouais, OK. Il faut essayer ça. Ouais. Hey, Philippe, c'était un plaisir. Ça met fin à notre rafale. On finit en parlant de poutine. Tellement un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Tout le monde était un leader. Je sens qu'on a appris vraiment à bien te connaître. Ta vision de l'éducation, ça a été mis en valeur. Ça me fait tellement du bien d'entendre. Moi, j'aime ça en tout cas, entendre les mots que mes collègues utilisent pour parler de leadership. On se projette dans l'avenir, si tu le veux bien. Même si on ne sait pas grand-chose sur même le mois prochain, ce qui va se passer. Mais mettons là, qu'on se projette dans une dizaine d'années. Quand tu observes la trajectoire qu'a pris l'éducation depuis, mettons, une dizaine d'années, tu parlais tantôt de ce que tu fais à l'école aujourd'hui, autour de 2009-2010, qui nous disait que l'engagement décroît. Partout au Canada, on intègre le numérique dans nos pratiques. Là, on a un challenge avec la pandémie. On expérimente, on teste des choses. En 2030, tu nous vois où? L'orientation que prend l'éducation, ça pourrait avoir l'air de quoi les grandes orientations dans les écoles? Ben, l'école, il faut qu'elle. Il faut que l'école elle soit plus actuelle. Tu sais, quand je disais tantôt l'exemple de. Je suis administrateur à la SADC pour connaître c'est quoi la vraie vie, mais il faut que l'école sente la vraie vie. Il ne faut pas que l'école elle sente qu'on est dans une bulle puis que les élèves ils ont un temps à faire. Il faut que l'école soit actuelle. Puis. Hey, ça ferait un beau billet de blog, ça, Philippe. Il faut que l'école sente la vraie vie. Ben, j'aime ça. Puis il faut que tous les élèves aient le goût d'y être. Ouais. Pas juste pour savoir entre eux autres. Pas juste pour être en contact avec du monde, pour apprendre, pour avoir le plaisir d'apprendre, puis de faire partie de quelque chose. Hein. Faire partie de quelque chose, oui. 2030, on va s'y rendre graduellement, puis je pense qu'on ne se rend pas en 2030 avec ce que tu dis si on ne réfléchit pas intentionnellement à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, 2030, c'est aujourd'hui qu'on le bâtit, petit à petit, avec les expérimentations qu'on fait. Qu'est-ce qu'on te souhaite dans tes prochaines étapes, Philippe Picard? Nouveau milieu, challenge actuel. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Tu ne peux pas jouer au hockey, mais quoi d'autre? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Là? C'est sûr qu'on n'échappe pas au fait qu'on a hâte de se prendre dans nos bras. Là. Moi, j'ai Stéphane en régie que j'ai hâte qu'il me prenne. C'est pas, même si je sais qu'il va me faire mal. Là, mais il est capable. De la vraie chaleur humaine. On va se souhaiter ça. On souhaite aussi, là, dans les prochains mois, on souhaite d'être capable de prendre une pause, de se poser à certains moments pour laisser tomber la poussière un peu parce que on s'en est parlé avant qu'on rentre en ondes, Marius. Ça va être difficile dans les prochains temps. Ouais. On le sait. En réalité, c'est ça. Ouais. Mais on va juste se souhaiter qu'on se fasse attention aussi entre collègues, entre humains, puis qu'on se serre les coudes puis qu'on avance ensemble. Mais moi, quand ça va être passé, là, j'ai hâte de retrouver nos gangs, de se retrouver en vrai, puis continuer d'échanger. C'est ça qui va être plaisant. Mais je l'ai en tête. Quand on l'a en tête, on sait que ça s'en vient. Oui. On ne sait pas quand, mais on sait que ça s'en vient, puis on sait que ça va arriver. Chaleur humaine et soutien. En conclusion, est-ce qu'il y a un message de leadership ou d'espoir que tu souhaites laisser à nos auditeurs? Si tu avais une phrase, un mot, une idée à laisser aux gens qui nous écoutent aujourd'hui.
Je vais m'adresser. Ceux qui écoutent, là, c'est pas que vous êtes des crinqués, là, mais continuez d'y croire. Moi, c'est ça que je vais dire. Je vais dire Puis continuez d'y croire, puis continuez de vous assumer comme leader. Puis vous allez influencer d'autres. Sans vous en rendre compte, vous allez influencer d'autres. Wow. Merci beaucoup pour ça, Philippe. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. C'est un plaisir. Merci à toi de m'avoir permis de jouer avec des grands. Hey, écoute, c'est réciproque, mon cher. Tu es un influenceur dans nos façons de faire également. Là. Tu le sais peut-être pas, mais on en parlera quand la chaleur humaine reviendra un peu plus. Avec un scotch. Ouais. C'était Philippe Picard, à Tout le monde est un leader. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader.